Alors, le premier habitus sur lequel je souhaite vous interpeller, c'est celui qui est en haut à gauche de l'arbre, c'est la co-responsabilité, la coopération et l'émulation. Alors, parmi ces trois termes, celui qui est le plus important sans doute et en même temps le plus innovant des trois, c'est le premier, c'est la notion de co-responsabilité. Alors, ça veut dire quoi la co-responsabilité? Eh bien, ça veut dire avoir conscience des conséquences de ses actes sur les autres. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Nous sommes dans un monde qui est habité par une culture très individualiste, une culture du chacun pour soi, où on est dans une recherche permanente d'une sorte de performance individuelle. C'est moi contre les autres, c'est pas moi avec les autres. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de nouveau, de se demander toujours, quand je fais quelque chose, quelles conséquences ça a sur les autres. Alors le premier exemple de la co-responsabilité que j'aimerais partager avec vous, c'est celle des ordures ménagères. Imaginez que vous soyez chez vous, vous buvez une canette de coca ou d'une autre boisson de votre choix, et puis négligemment, vous balancez la canette par la fenêtre. Est-ce que vous savez que la canette de coca, elle a toutes les chances d'être poussée par le vent, par la pluie, et de se retrouver dans les canalisations, ce qui va faire que le soir, quand vous rentrerez, vous ne pourrez pas vous doucher, vous ne pourrez pas faire la vaisselle, l'eau va s'agglutiner dans la rue, ça risque de provoquer éventuellement un afflux de moustiques qui peuvent provoquer le palu, ça peut provoquer tout un tas de problèmes en chaîne comme cela, sans parler du fait que la mairie va devoir bloquer la rue, faire un trou pour réparer la canalisation, ce qui va prendre du temps, ce qui va coûter de l'argent. Bref, toute une série de problèmes liés au fait qu'au départ, vous n'avez pas eu un esprit de co-responsabilité, vous n'aviez pas conscience des conséquences de votre acte sur les autres. Alors, ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous fait penser à des situations que vous avez vous-même vécues, que ce soit dans votre vie personnelle, familiale, dans votre vie professionnelle, associative, sportive, bref, à quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'il y a des exemples qui seraient illustratifs de cette problématique qu'on vient d'évoquer? Alors, si je dois vous donner quelques illustrations qui illustrent, je crois, assez bien la question de la co-responsabilité, nous pouvons en trouver dans tous les champs de la vie en société. Pour ce qui est du vivre ensemble, qu'est-ce que vous dites des personnes qui, par exemple, laissent leur chien ou c'est en général un chien, dans la cour de leur maison, aboyer toute la nuit sans se préoccuper du fait que ça va gêner les voisins, ou qui font des soirées chez eux jusqu'à pas d'heure, sans se dire qu'éventuellement il y a des gens qui habitent à côté, qui ont des bébés et qui ont peut-être besoin de dormir. La notion de co-responsabilité, elle a un impact très important sur le vivre ensemble. Il y a un bon exemple de notion de co-responsabilité. Pour tout vous dire, c'est même celui-là qui il y a 10 ans, fait prendre conscience du fait que la co-responsabilité est une notion clé de la confiance. L'exemple, il vient du monde de l'assurance. Vous savez tous que quand on a une voiture, eh bien, en principe, on est assuré. Et c'est à peu près vrai, je pense, dans tous les pays du monde. Eh bien, un assureur, un jour, m'a dit, mais Pierre, est-ce que vous savez que nous, les assureurs, on a un vrai problème avec la culture de co-responsabilité? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, c'est quoi? Il m'a dit, mais Pierre, vous avez une voiture? Alors, je lui ai dit, oui, j'ai une voiture. Il m'a dit, imaginez que vous sortiez le soir avec vos copains et copines, vous allez dans un resto ou un bar, vous buvez un petit peu trop, vous sortez du restaurant ou du bar, vous reprenez votre voiture, à quoi est-ce que vous allez penser, Pierre? Moi, j'ai réfléchi, je lui ai dit, écoutez, je vais penser au risque que je prends pour moi-même, en conduisant un peu ivre. Je risque d'avoir un accident, donc je mets ma santé en danger. Je mets ma voiture en danger ou en risque d'être accidentée. Je pense aussi à la personne que je risque d'emboutir avec ma voiture et qui risque d'être blessée éventuellement. Et puis sa voiture abîmée également. Et l'assureur m'a dit, mais Pierre, vous avez raison, mais est-ce que vous avez pensé aussi aux 500 000 personnes qui sont, comme vous, assurées chez un assureur et qui, du fait de votre négligence liée au fait que vous avez trop bu, eh bien, vont payer l'année prochaine peut-être
quelques centimes d'euros ou quelques CFA ou quelques dollars, peu importe la monnaie, de plus du fait de l'accident que vous aurez risqué de provoquer. Parce que, m'a-t-il expliqué, c'est la notion de ce qu'on appelle la mutualisation du risque. On est tous dans un même bain, co-responsables, et nos actes ont des conséquences sur les autres. Et là, en l'occurrence, chez les assureurs, ça se traduit en pépette. Le prix de l'assurance qu'on va payer l'année prochaine est fonction des risques que tous les assurés ont pris l'année d'avant. Un autre exemple de co-responsabilité qui, je crois, devrait parler à beaucoup d'entre vous. Le retard dans les réunions. Imaginez, vous êtes en réunion avec votre boss, vous êtes une dizaine de personnes dans la salle, et vous attendez quelqu'un qui doit venir et dont la présence est essentielle pour que la réunion puisse démarrer. Et la personne arrive avec une demi-heure de retard, 3/4 d'heure de retard, 1 heure de retard. Ça vous parle, ça? Eh bien, cette personne qui arrive en retard, eh bien, est-ce qu'elle est co-responsable? Est-ce qu'elle a conscience du fait que son retard va poser problème aux 10 personnes qui sont là? Ça va les mettre elles-mêmes tout en retard, ça va modifier leur agenda pour le reste de la journée. Eh bien, je ne sais pas si ça vous arrive de faire comme cela, de pratiquer de cette manière, d'arriver en retard sans vous poser la question. Mais sachez qu'en tous les cas, c'est typique d'un réflexe de non-co-responsabilité que de ne pas se préoccuper du retard et de ses conséquences sur les autres. Il y a un cas de la co-responsabilité qui touche à la famille. Imaginez, vous en famille, imaginez quand vous étiez même enfant, papa, maman qui se disputent. Papa qui dit devant vous, son fils ou sa fille, « Ah, c'est encore la faute de ta maman, tel ou tel problème. » Et maman qui, elle, répond, « Ah, mais pas du tout, c'est la faute du papa. C'est toi qui est responsable de ci ou de ça. » Et bien là aussi, typiquement, on est dans un exemple de manque de co-responsabilité. En général, quand il y a un problème dans la vie, qu'il soit familial, professionnel ou autre, il est très rare qu'il y ait un seul responsable et que l'autre personne n'ait rien à voir dedans. Bien souvent, je ne veux pas faire une généralité non plus, bien sûr, mais bien souvent, il y a une part de co-responsabilité d'une manière ou d'une autre. Si l'on creuse dans les racines de la notion de co-responsabilité, eh bien, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on va trouver dans les racines deux tendances lourdes de la société qui peuvent freiner ou empêcher cette notion de co-responsabilité. La première notion, c'est celle de déresponsabilisation, et l'autre notion, c'est celle de responsabilité individuelle. On va d'abord un petit peu creuser ensemble la première notion, qui est celle de déresponsabilisation. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, c'est les autres, c'est l'État, c'est mon chef, c'est ma femme, c'est mon mari, bref, c'est toujours quelqu'un d'autre qui est la cause d'un problème. Ça peut relever d'une forme de négligence, après tout je m'en fous, ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. La deuxième raison profonde qui peut générer ce type de comportement où finalement on accuse les autres quelque part, c'est qu'on a peur de se voir culpabilisé et responsabilisé pour quelque chose dont on ne veut pas assumer les conséquences en fait. Cette notion de déresponsabilisation dont je viens de parler, eh bien, on va la retrouver à l'un des deux extrêmes d'un axe que vous voyez ici. À l'autre extrême de ce même axe, on va retrouver la notion inverse de responsabilité individuelle. Et cette notion de responsabilité individuelle, elle va se traduire, ou plutôt illustrer, des réflexes qui peuvent générer du stress, dans le sens où les gens vont se dire « Ouh là 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 là, on m'accuse, on me met sur la tête finalement toute la responsabilité d'un problème dans lequel j'estime n'avoir qu'une part mineure en réalité. Et c'est moi qu'on veut accuser, culpabiliser, etc. » Et selon la thématique traitée, selon la problématique que l'on a à analyser, eh bien, la part de co-responsabilité que vous avez dans une situation va varier. Et le curseur ne sera jamais exactement au même niveau, selon les sujets, selon les cas, selon les moments. Alors, qu'est-ce qui peut faire, selon vous, que l'on ne soit pas véritablement
co-responsable. Dans ce volet que je vous explique là, j'insiste, comme vous le voyez, beaucoup sur la co-responsabilité, davantage que sur les deux mots qui suivent, la coopération et l'émulation. Non pas qu'ils ne soient pas importants, ils le sont bien sûr beaucoup, sinon on ne les aurait pas mis dans l'arbre, mais on les comprend plutôt plus facilement. La coopération, c'est d'être capable de faire avec les autres, de travailler avec les autres, et en l'occurrence, cette coopération ne peut véritablement se développer que s'il y a une notion de co-responsabilité, une culture de co-responsabilité. En tous les cas, ça aide beaucoup. De même, l'émulation, ça veut dire être capable d'entraîner les gens derrière soi, et c'est donc aussi une dimension collective qui est aussi favorisée par la notion de co-responsabilité. Sur cet habitus, vous voyez, vous, de quelle couleur? Plutôt vert, jaune, orange ou même rouge? Alors, ces quatre couleurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Eh bien, la couleur verte, ça veut dire que vous vous sentez plutôt fort sur cet habitus-là. C'est plutôt un point de force pour vous. Vous êtes à l'aise. C'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Jaune, ça veut dire que c'est pas mal. Orange, c'est que vous sentez que c'est quand même un point sur lequel vous n'êtes pas au top. Et rouge, c'est que vous savez vraiment que sur cet habitus-là, c'est un point de faiblesse, ou en tous les cas un point sur lequel vous avez des progrès à faire clairement. Alors, si vous souhaitez, chers amis, travailler et appliquer cette notion de co-responsabilité à vos enjeux, je vais vous poser deux questions. Je vais vous inviter à y réfléchir, seul ou à plusieurs. La première question, c'est sur ce sujet qui vous occupe. Ça peut être un projet un peu difficile, une situation qui se pose à vous, dans laquelle vous sentiez bien qu'il y a un problème de confiance ou de défiance. Eh bien, sous l'angle de la co-responsabilité, posez-vous d'ailleurs d'abord une première question qui est de près ou de loin impliqué dans la résolution du problème, dans le traitement du projet, dans sa mise en œuvre? Qui est concerné en dehors de vous-même par cette situation? Qui va en être plus ou moins co-responsable de près ou de loin? Une fois que vous avez identifié les différentes personnes ou typologies d'acteurs concernés par le sujet, posez-vous la question sur 100% de co-responsabilité, vous-même, à titre personnel, ou votre petit groupe, votre équipe, vous représentez quelle part de co-responsabilité en pourcentage, si vous deviez comme ça l'évaluer un peu intuitivement. Et ensuite, posez-vous la même question sur les autres acteurs que vous avez identifiés dans un premier temps. Quelle est leur part de co-responsabilité, selon vous, sur ce sujet, sur ce projet, sur cet enjeu auquel vous cherchez à trouver des réponses? Est-ce que vous voulez contribuer par votre action à faire revenir au vert un arbre qui ne le serait pas? Votre arbre personnel, mais l'arbre de votre groupe, de votre équipe, de votre entreprise, de votre institution, de votre association, voire au-delà. Si la réponse à cette question est oui, eh bien, je vous invite à répondre à ces trois questions que nous appelons, nous, les trois questions puissantes. La première des trois questions, c'est, dans le mois qui vient, qu'est-ce que vous vous engagez à commencer à faire que vous ne faisiez pas jusque-là? La deuxième question, c'est, toujours dans ce mois qui vient, qu'est-ce que vous proposez d'arrêter de faire que vous faisiez jusque-là? Et la troisième question, c'est, dans ce mois qui vient, qu'est-ce que vous souhaitez continuer de faire que vous faites déjà parce que vous pensez que c'est bien?